Salut à tous, c'est Bismart, émission interview aujourd'hui. 3 thématiques, l'Italie, vous allez voir pourquoi il faut s'intéresser à l'Italie, les entrepreneurs du ferroviaire, et puis un bouquin formidable, petit bouquin d'ailleurs formidable, sur le droit sans frontières, sur l'extraterritorialité. On va parler de la guerre économique américaine, mais vous allez voir que les choses sont en fait bien plus complexes que ça. C'est parti. Donc, on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Ça fait un moment que je vous en parle, mesdames, messieurs. Jean-Pierre, on en avait parlé ensemble la dernière fois que tu es venu. Et donc, l'Italie, et pourquoi l'Italie? On finira sans doute là-dessus, parce que Giorgia Meloni, si elle y arrive, c'est peut-être une rampe de lancement supplémentaire pour Marine Le Pen. De quoi rassurer les vieux, notamment, par exemple, qui sont quand même aujourd'hui ceux qui votent et qui n'ont pas envie de prendre des risques avec une éventuelle élection de Marine Le Pen. Donc, j'ai écrit surprise italienne, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Globalement, elle s'est complètement fondue dans le système institutionnel et économique mis en place en partie par Mario Draghi, son prédécesseur, sans aucun coup d'éclat et sans aucune innovation économique majeure. Comment est-ce que tu démarres? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'intéresse? D'ailleurs, moi, quand elle a été élue, en octobre dernier, il y avait beaucoup de craintes chez les investisseurs, parce qu'on disait elle est populiste, rien. L'expression post-fasciste, qui ne veut strictement rien dire, mais enfin bon, peu importe, c'est le truc usuel. Comme si on disait Mélenchon post-trotskiste, je sais pas, on pourrait dire post plein de trucs. Enfin bon, bref, ça n'avait aucun sens. C'est factuel en ce sens qu'elle est effectivement héritière du MSI, du parti fasciste, etc. Voilà. Et tout, voilà. C'est comme Marine Le Pen est héritière du Front National de 72, qui était historiquement un parti d'extrême droite. On va en parler. Mais ça, j'ai jamais cru. D'abord parce que l'Italie, il n'y a personne vraiment pour quitter la zone euro, il n'y a personne pour quitter l'OTAN, et surtout pas elle. Donc ça, tout ça, c'est faux. L'Italie représente 15% du PIB de la zone euro, donc c'est systémique. Donc voilà. Et en plus, l'Italie bénéficie des fonds européens qui ont été votés en 2020. Alors elle a du mal, justement. Enfin, on va en reparler, mais elle a du mal avec ces fonds européens. Ça, c'est intéressant. Grosso modo, ça va encore être débloqué, donc elle ne peut pas, de toute façon. Et puis, elle sait très bien qu'elle paierait. Elle le paierait sous forme d'augmentation des taux d'intérêt. Or, qu'est-ce qu'on observe depuis 6 mois, depuis octobre? Qu'est-ce qu'on observe? C'est que l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Italie, elle était de 190 points de base, c'est-à-dire 1,9% au mois d'octobre. Maintenant, c'est 1,35%. Tu vois, ça s'est réduit. Il fallait acheter de la dette italienne. Voilà. Le marché action italien surperforme. C'est le marché qui surperforme le plus tous les marchés actions, même nous avec LVMH. Ah oui, le MIB italien, malgré 30% de bancaires là-dedans et la crise bancaire, le stress bancaire. Bon, est-ce que oui, mais en même temps, attends, c'est parce que il faut toujours se mettre plus bas. Voilà, il faut toujours prendre le point de départ. Sur le fond du fond, il y a une amélioration économique de l'Italie. Quand tu regardes le PIB, depuis 2020, le PIB italien rattrape le PIB, progressivement, rattrape le PIB allemand et le PIB français. Prenons les chiffres de 2022. Quelle était la croissance en Italie? 3,6. 3,8. Quelle était la croissance en France? 2,5. 2,6. 2,6. Oui, enfin bon. Et l'Allemagne, 1,9. Donc l'Allemagne diminue, la France... On va mettre l'Allemagne à part, parce que l'Allemagne a été frappée de plein fouet par sa crise énergétique. Avant, nous, on a été frappés par plein d'autres trucs aussi, d'accord. Ok, l'Italie a souffert de la crise migratoire. Elle a eu des chocs aussi à gérer. La productivité. Alors voilà. La productivité italienne s'améliore depuis 3 ans. Et donc la croissance... La nôtre est en train de reculer. Voilà. Et la croissance potentielle, alors c'est un des rares pays occidentaux où tu vois une augmentation des estimations de croissance potentielle. Il faut dire qu'elle était tombée en négatif. Oui, mais là, voilà, c'est ça le sujet. Si c'est du rattrapage, non, peu importe. Non, mais l'Argentine, elle décline depuis un siècle et continue. Ouais, d'accord. Non, mais il n'y a pas de fatalité à remonter. Non, oui, c'est faux. Tu peux continuer à t'enfoncer. La France peut continuer à s'enfoncer. D'ailleurs, c'est mon point de vue. Tu sais très bien que je te dis que l'Argentine est l'avenir de la France. Ça fait, je sais pas combien de temps que je te dis ça. Alors, 15 ans qu'on se parle, donc ça doit faire 15 ans que tu me le dis. 15 ans que je te le dis, et pour l'instant, on en prend bien le chemin. Donc voilà, il y a une
véritable amélioration. Et sur le plan de la compétitivité structurelle, tu vois, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un indice qui est très bon, qui est fabriqué par le MIT, c'est la complexité des produits. Ça te donne une idée des produits exportés. Ouais, Ça te donne une idée du niveau de gamme. Bien sûr. Et ben, le niveau de gamme relatif de l'Italie par rapport à la France progresse. Par exemple, la base industrielle, l'Italie c'est moins désindustrialisé que la France. Alors voilà, est-ce que c'est pas ça la clé d'ailleurs de tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire augmentation de productivité, commerce extérieur qui est bien plus dynamique que le nôtre, et gamme de produits qui ont bien plus de valeur que les nôtres. Je vais te choquer, mais meilleure gestion des finances publiques. Sur la décennie écoulée avant Covid, parce qu'évidemment il y a eu du quoi qu'il en coûte là-bas, quel était le solde primaire tu sais, le solde primaire, c'est le solde budgétaire hors charge d'intérêt. Eh bien, il était positif de 2 points. Ouais, alors ça, je sais ça depuis un moment. Alors, ça fait plus de 30 ans que le solde primaire italien est meilleur que le solde primaire français. Et quel était l'écart de... C'est un point important, ça, sur lequel il faut insister, c'est-à-dire, vous vous mettez dans une optique où on annule toutes les dettes, la France est toujours en déficit. La France recommencerait à creuser une dette, alors que l'Italie, non. Voilà. Quel était l'écart de dette publique par rapport au PIB entre la France et l'Italie au milieu des années 90 ? J'en sais rien, vas-y. 70 points. Nous, on était à 50, ils étaient à 120. Ils sont montés à 120. Aujourd'hui, quel est l'écart ? Nous, on est à 120. Non, on n'est pas à 120 quand même. 117. 14. Oui, non, un peu moins. Oui, la projection est à 117. Voilà. Oui, c'est-à-dire, parce qu'en fait, j'ai lu ça. Nous allons être dans, c'est le FMI qui dit ça. Nous allons être dans les 5 années qui viennent, le seul des pays de l'OCDE dont la dette ne va pas baisser. Voilà. Exactement. Sauf que là, sur les 3 dernières années, elle baisse un petit poil. Elle baisse un petit poil. Mais et eux, ils sont à quoi, 135 ? Eux, non, plutôt 145. 145. Voilà. Donc, ils ont 30 points d'écart. Ils avaient 70 points d'écart dans les années 80, au milieu des années 90. En fait, ce qu'ils subissent, c'est quoi ? 2 choses. 1, le stock de dette historique hérité des années 70 et des années 80. Et 2, leur mauvaise réputation. Mauvaise réputation en termes de gouvernance. Et depuis, il y a eu les réformes quand même sous Draghi et sous un certain nombre de ses prédécesseurs. Ouais. Il y a quand même eu des réformes. Puis alors la digitalisation a fait quelques progrès, mais ça mérite d'être vérifié parce que estimer les gains de productivité, il faut prendre du temps quand même. Voilà, ça prend du temps. Mais il y a une amélioration. Il y a un re-rating en fait italien par rapport à l'Europe. Partant de là, il y a Giorgia Meloni. Alors Giorgia Meloni arrive, elle rassemble la droite. Et d'ailleurs, elle réussit très bien. Son autorité est très forte sur la Ligue. Pourtant, il y a des types là-dedans. La Ligue et Forza Italia. T'as Berlusconi, alors, il est malade, mais t'as Salvini, c'est pas facile. Hein. Bien sûr. Voilà. Et autorité très forte. Contrairement à tout ce qu'on racontait, on disait que ça allait péter, tout ça. Pas du tout. Ça pète pas du tout. Élection régionale, il gagne en février. Cite-moi des coalitions actuelles en Europe ou dans le monde occidental qui gagnent les élections intermédiaires. Surtout, elle gagne en plus en revenant sur une partie de ses promesses, notamment sur les baisses fiscales sur l'essence ou sur d'autres baisses d'impôts. En plus, elle gagne en plus avec ses handicaps. Voilà. Et en fait, elle se concentre sur le sujet principal de l'Italie aujourd'hui, qui est l'immigration. Ouais. Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Enfin, il y a un truc qu'il faut qu'on ait tous en tête, parce qu'on en a des challenges à surmonter au cours des prochaines années, des prochaines décennies, mais il ne faudra jamais oublier le challenge migratoire. L'Afrique subsaharienne va doubler de population d'ici 2050. Alors, faut pas rêver. On a vu les événements en Tunisie dernièrement. Il y a un vrai sujet. Ouais. En Afrique du Nord, il y a un sujet. Mais il y a un sujet in fine pour nous. Puis qui est en train de grossir en plus. Et qui est en train de grossir. Donc, du point de vue de son électorat, du point de vue politique, et même du point de vue de l'intérêt, j'ai envie de dire, de l'Italie et de l'Europe, elle met le paquet là-dessus. Et elle a raison, d'une certaine manière. Parce que s'il y a bien une déficience démocratique depuis au moins une vingtaine d'années de la part de tous les États occidentaux, c'est sur le sujet migratoire. Ouais. Surtout en Europe, où le sujet, en fait, n'est pas traité. Ouais, et tout ça, tu m'avais dit ça il y a plusieurs années, on les a laissés seuls, les Italiens. Voilà. Et j'avais pas eu conscience de... Voilà, on les a abandonnés en disant démerdez-vous, et après, on a commencé à s'inquiéter de ce que... Pourquoi j'ai cogné sur Angela Merkel, rappelle-toi. Parce qu'en 2015, elle ouvre les vannes. Et donc, tu as l'instabilité en Italie, avec la victoire future de Salvini et consorts, mais tu as aussi l'instabilité en Angleterre. N'oubliez jamais que la campagne du Brexit, aidée probablement par les Russes, mais enfin, peu importe, la campagne du Brexit, c'est pas du tout focalisé sur l'accord excellent qu'avait obtenu David Cameron auprès de l'Union européenne, c'est focalisé sur les... Ouais, mais sur l'immigration, sur l'immigration de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Non. À l'époque, c'était l'immigration qui venait d'Afghanistan et du Moyen-Orient et d'Afrique. Ouais. Parce que c'était la vague migratoire de 2015. Ouais. Ne l'oublie pas. Et ça n'avait rien à voir avec la choucroute, peu importe. Bon, revenons sur Giorgia. Brexit, c'est Merkel, enfin c'est l'Europe qui est responsable de ce truc-là. Et donc là, Meloni, elle a réussi à rassembler la droite là-dessus. Voilà.
Parce que la droite est majoritaire en France. Mais tu veux peut-être pas que je parle de la situation en France? Si, on va y aller sur la situation en France, mais on a encore 2 minutes. Non, parce que moi, ce qui m'avait frappé en plus, c'est que ce sujet migratoire, donc, elle l'affronte sans provocation. Oui. C'est-à-dire, alors que Salvini y avait été vraiment un coup de provocation incroyable, elle l'affronte sans provocation. Je lisais, alors évidemment, c'est des trucs qui sont pas bien, qu'il faut pas faire, mais la façon dont les bateaux sont déroutés, mais ont quand même le droit d'accoster, mais alors ils accostent plein nord, ce qui fait que ça leur coûte plus cher. Oui, absolument. Voilà. Enfin, fait sans trop choquer. Exactement, sans provocation. Elle est très habile là-dessus. Moi, je la trouve beaucoup plus habile que ce que je pensais même d'elle auparavant. Salvini était assez maladroit, il faut bien reconnaître. Il était provocateur, il n'était pas très malin, même. Il faut bien le dire, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il n'est pas resté très très longtemps. Et d'ailleurs, il n'est jamais devenu Premier ministre, soit dit en passant. Et donc, effectivement, si ça m'intéresse l'Italie, alors ça m'intéresse en soi, mais c'est effectivement en relation avec ce qui peut se passer en France. Donc, tu dis, toi, ce qui est important, c'est la coalition des droites, en fait. Bien sûr. Ce que n'arrive pas à faire Marine Le Pen. Il va falloir arriver à ça, en fait. Parce que la gauche qui se radicalise aussi, puisqu'en fait, la gauche est devenue mélenchonienne, en fait, fondamentalement. Et en fait, l'expression extrême droite ne mord quasiment plus sur l'électorat. L'extrême droite, c'est l'excommunication. Depuis 1945, c'est le pétainisme, c'est le nazisme, c'est le fascisme. Ça marche plus, ou ça marche quasiment plus. Enfin, sauf pour la gauche. Mais de toute façon, ils vont jamais voter pour elle, donc c'est pas le sujet. Donc ça ne marche plus. D'ailleurs, c'est pas une formation extrémiste, le Rassemblement national. Où est-ce qu'on a vu que c'était du point de vue d'ailleurs sauf que actuel. Son problème à Marine Le Pen, c'est que Ciotti et ses amis, là, jamais ils voudront. À mon avis, ils n'ont pas le choix. Si tu donnes alternative pour Ciotti ou la droite, si tu donnes alternative Mélenchon ou Le Pen, ou équivalent Mélenchon et Le Pen, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Non, sans Parce doute, que le socle de la droite profonde... Qu'est-ce qui ferait que tout à coup, là, ils acceptent ce qu'ils refusent et comme Marine Le Pen, en plus, t'as pas l'impression qu'elle soit très demandeuse de cette alliance avec les LR? C'est politique, parce que les LR sont décrédibilisés par leur histoire. Ouais. Tous les septennats ou les quinquennats qui sont renouvelés, où fondamentalement, c'était une politique centriste. Il faut bien le dire, Sarkozy ou Chirac, c'était des centristes, ça n'a jamais été des gens clairement de droite, surtout sur le plan régalien, sur le plan de la morale ou sur le plan... Bien sûr. Donc elle a, à mon avis, et Zemmour lui a rendu énormément de services, parce que le mistigris de l'extrémisme est passé chez Zemmour. Et en plus, il était très maladroit, c'est pour ça qu'il est passé de 15 à 7, et c'est elle qui a empoché les trucs. Ça c'est clair. Mais si tu regardes l'ensemble de la droite profonde en France, tu regardes Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan, en gros, tu es à 32 ou 33%. Enfin, je veux dire, c'est énorme. La droite profonde. Oui, mais ça, on le sait depuis longtemps, Jean-Pierre. L'histoire, parce que tous les jours, aujourd'hui, tu as des mecs qui manifestent avec la faucille et le marteau, tu as vaguement l'impression que la France va rentrer dans un modèle cubain ou nord-coréen. En fait, ces gens-là sont présents dans les médias, dans les syndicats, dans les universités, chez les gauchistes habituels, mais en fait, ils sont archi-minoritaires. C'est ça, la réalité des choses. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'ensemble des formations de gauche n'a fait que 26% aux élections législatives. La NUP. Et c'est pour ça qu'on parle de Giorgia Meloni aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de Marine Le Pen. Mais ce que tu expliques très bien, c'est-à-dire cette union des droites qu'elle arrive à faire, avec en plus un affaiblissement, là aussi, chez nous aussi, il y a quand même un affaiblissement des leaders historiques. Enfin, il y en a plus. Il n'y a plus rien. Il y a une occasion à saisir, et tu n'as pas l'impression qu'elle soit dans le mindset de la saisir, alors que Zemmour l'était totalement. Voilà. C'est même le grand reproche, finalement, que Zemmour fait à Marine Le Pen. Ouais, mais je pense que ça va se faire. C'est la loi de l'histoire. Sinon, tu as l'alternative, puisque tu as une radicalisation de la gauche. Donc le sujet, c'est celui-là. Tu as un pôle central, un pôle de gauche, d'extrême gauche, et tu as un pôle de droite. Voilà, donc les choses sont binaires d'une certaine manière. Est-ce que l'exemple italien, j'ai pas l'impression qu'ils en parlent beaucoup, moi d'ailleurs. Ils ont tort, ils sont pas bons d'ailleurs. Ils devraient. D'ailleurs, ils sont pas. Je crois que le numéro 2 du Rassemblement national, c'est Bardella, je crois. Il a été à Rome, il a été reçu par un sous-fifre. Enfin, je veux dire, ça les intéresse pas le Rassemblement national qui. Alors, ils sont pas dans les rues, mais enfin, ils soutiennent quand même la gauche. Ça les intéresse pas, ça, si tu veux. Ça les intéresse pas. Donc, ils ont un discours un petit peu ambigu. Un mot, parce que... faut jamais oublier qu'une partie de la droite est populaire. L'effondrement démographique en Italie, quand même.
Mais l'effondrement est démographique en France, hein. Je suis désolé de t'avoir... Et il est comparable? Si tu regardes la courbe, non, il n'est pas comparable, parce que tu as quand même le stock, dans le vieillissement, tu as une part de seniors plus important en Italie, mais la tendance sur les 3 dernières années, si je me souviens bien, tu as un rapprochement. Et puis de toute façon, ce qui compte à la limite, hein, j'ai envie de te dire, hein, c'est la croissance potentielle, hein, vieillissement ou pas. Et la croissance potentielle, ils sont en train de se rejoindre les deux également. Et c'est les gains de productivité. C'est le cœur. Donc voilà. Et sur le plan politique, je pense que Marine Le Pen a énormément d'atouts pour l'emporter en 2027. Elle n'a jamais été au pouvoir. Voilà, donc, mais il faut qu'elle réussisse cette alchimie qu'elle est en train de réussir. Et puis même, si tu veux, même quand on lui reprochait d'augmenter le déficit public, tu parles aujourd'hui, ça marche plus. Enfin, on est dans le quoi qu'il en coûte depuis 3 ans permanent. Enfin, je veux dire, voilà, puis l'extrême droite, c'est ce que je disais, c'est pas une formation d'extrême droite. Enfin, moi qui m'intéresse un peu l'histoire politique de la France, depuis l'affaire Dreyfus, l'extrême droite, c'est la violence. Oui, non, mais c'est pas du tout pas boulangiste. Voilà, si c'est ça que tu veux dire. C'est pas boulangiste. Non, mais c'est pas boulangiste. C'est pas, voilà. Merci Jean-Pierre. En prie. On a parlé politique. Voilà. Et il adore ça. Et moi aussi. Et on va continuer. Il n'y a pas que la macroéconomie ou la macrofinance dans la vie. Et on va continuer à regarder l'Italie. On continue Bismarck. À bientôt. Et donc, on démarre avec Alain Gétraud. Salut Alain. Bonjour Stéphane. Donc en fait, d'ailleurs, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'était un papier des Échos à la fin janvier qui s'appuyait sur ce qu'on va raconter, c'est-à-dire la signature d'un accord avec le constructeur de trains espagnol qui s'appelle Talgo. Et donc, mais vous allez me raconter un peu tout ça, mais qui faisait le point sur finalement un certain nombre d'entrepreneurs. Vous êtes une demi-douzaine là, à vous dire, est-ce que, quand je faisais dans le sommaire le parallèle avec les compagnies aériennes, vous ne voulez faire rien d'autre que de créer une compagnie ferroviaire aujourd'hui, c'est ça, Alain, le truc? Alors tout à fait, Stéphane, votre analogie est bonne entre le monde de l'aérien et le monde du ferroviaire. Le monde du ferroviaire s'ouvre bien sûr après le monde de l'aérien, mais finalement on retrouve des similitudes. Il y avait des opérateurs macro, des opérateurs européens, des opérateurs historiques. Le marché s'est ouvert de par l'évolution des textes et de la législation. Et donc, ça laisse de nouvelles opportunités entrepreneuriales pour offrir de nouveaux services. Il y a un moment qu'il est ouvert, le marché. Alors, sur le fret, oui, mais sur sur le transport de voyageurs, c'est récent. Sur le transport de voyageurs, et en particulier sur la grande vitesse, finalement, c'est assez récent, décembre 2020, dans les textes. Ah ouais. Donc, désolé, on n'a pas pu être là. Non, mais voilà, parce que en fait, c'est là où j'avais du mal à percuter. C'est simplement un frein réglementaire et vous êtes les premiers à profiter d'une ultime libéralisation. Exactement, le 4e paquet ferroviaire. 4e paquet ferroviaire européen. Voilà, qui permet cette ouverture du marché sur ce qu'on appelle l'open access, le service librement organisé pour des trains privés sur le marché voyageurs et sur le marché de la grande vitesse. Et c'est vrai que jusqu'à présent, quand on parlait de concurrence, finalement, on avait d'un côté la Deutsche Bahn, de l'autre côté Trenitalia, c'est Renfe, les chemins de fer espagnols, mais c'était les compagnies nationales. Et on voyait pas, en fait, moi, j'avais pas dans mon mindset l'idée d'entrepreneurs privés qui se lancent là-dessus. Oui, alors c'est vrai que c'est un monde des grands. Alors vous avez dit une demi-douzaine d'entrepreneurs, on est moins que ça en réalité. Ah ouais, c'est vrai. D'entrepreneurs et d'entreprises de génération spontanée ou de jeunes pousses, si on nous appelle comme ça, ou de start-up. Non, pas start-up. Voilà. Non, pitié, non, ça suffit. Non, parce qu'on va le raconter, vous réinventez rien. Votre sujet, c'est pas de créer le train de l'an 2050. Non, c'est de faire rouler des trains à des endroits où ils roulent pas. Alors, on regarde souvent le sujet par le biais de l'infrastructure, mais il ne faut pas être fétichiste sur l'infrastructure. Il faut des rails, c'est le service. Voilà. Oui, il ne faut pas être fétichiste sur l'infrastructure. À la différence des compagnies aériennes, il vous faut des rails. Alors, il nous faut des rails, mais l'infrastructure existe, et je vous en dirai peut-être un peu plus juste après. Effectivement, il faut de l'infrastructure, mais elle existe. La France est plutôt bien équipée en infrastructure ferroviaire. Il y a un bon réseau qui est assez dense. Et puis, on est particulièrement bien doté en infrastructure ferroviaire grande vitesse. Et puis, il y a des territoires qui sont encore mieux dotés que d'autres. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut être habile et offrir une nouvelle offre de services, une nouvelle gamme de services. Combien il faut pour... on va parler d'ailleurs du financement et de la façon dont vous voulez aujourd'hui... les particuliers deviennent actionnaires de votre entreprise, de Le Train.
Comment est-ce que... Enfin, je veux dire, ça coûte combien? Donc, 10 rames de train que vous avez acheté, donc grande vitesse, hein, effectivement, je ne l'ai pas encore dit, vous en parlez. 10 rames de train que vous avez acheté à Talgo, livraison début 2025. Combien ça coûte? Alors, c'est des assets lourds, hein, c'est des montants importants. Bah ouais. Comparé avec le monde de l'aérien, on achète une dizaine de rames, c'est un montant supérieur à 300 millions d'euros d'investissement sur de l'asset. Voilà. Ah, je ne voyais pas ça comme ça. Ah oui, c'est un gros Boeing. C'est un gros Boeing, et puis en plus, quand vous achetez les trains, il faut quand même acheter des stocks de pièces de rechange pour tenir les premiers tours de roue. Donc, vous achetez un volume d'investissement. Voilà, Mais c'est ça votre contrat avec Talgo d'ailleurs. Hein. Vous achetez pas seulement les 10 rames, vous achetez l'entretien, enfin l'idée d'une maintenance sur le long terme. Oui, exactement. Quand vous signez un contrat avec votre constructeur, c'est pas uniquement un contrat de prestation, c'est un partenariat. Vous allez être dans une relation durable. Il y a l'acquisition des rames, d'une première partie de flotte, et puis il y a sa maintenance. En général, on contracte pour une trentaine d'années avec des clauses de révision. C'est dingue. 10 rames, ça fait quoi? 10 rames, c'est 10 wagons? Alors, non, 10 rames, c'est 10 trains complets. 10 trains complets, combien de wagons? Une douzaine, 11-12 wagons. Les trains Talgo sont un peu plus courts que le matériel d'autres constructeurs. Avec les locomotives? Avec les locomotives. Grande vitesse. Grande vitesse, voilà. Une rame est un monolithe, hein, on peut en assembler deux, l'une derrière l'autre, et composer ce qu'on appelle des unités mixtes. Et vous allez faire rouler ça. Donc l'idée, c'est 5 lignes grande vitesse, hein, c'est ça le projet, dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire. Oui, Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire. Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Alors, finalement, dire deux mots sur le concept. Nous, on vient sur un marché qui est complémentaire à celui de l'opérateur historique, à celui de la SNCF. Ouais. Alors, bien sûr, avec une nouvelle offre, une nouvelle expérience voyageur, on va peut-être en parler un peu plus, mais notre marché, c'est ce qu'on appelle le marché de l'intersecteur, c'est-à-dire finalement les liaisons intra- et interrégionales. Et comme je vous l'ai dit, le réseau est plutôt bien équipé en France, alors même si c'est un réseau plutôt en étoile, mais en étant habile, en mettant de l'ingénierie là-dedans, on arrive à utiliser les infrastructures existantes et à réduire les temps de parcours et surtout à éviter les ruptures de charge et donc à avoir des trajets de bout en bout sans avoir besoin de correspondance. 50 trains quotidiens. Ouais, 50 liaisons quotidiennes. Il y a une surface minimum de marché. Combien de points Alors, 11 villes. 11 villes. Voilà, 11 destinations. Des villes importantes, Nantes, Rennes, Tours, Bordeaux. Des villes intermédiaires, Angoulême, Angers, mais qui ne sont pas très loin de grandes villes. Ouais, tout à fait. Inventer du commuteur. 3 millions de passagers par an. Alors, dites-moi un peu l'histoire du service, puisque vous insistez beaucoup là-dessus. C'est quoi? En quoi est-ce que vous apportez une révolution de service? Alors, révolution, c'est ambitieux, mais en tout cas en Seattle, on apporte du service. Je devrais commencer par là. On a déjà, ce qu'on souhaite bâtir, c'est une relation client et une expérience voyageur qui nous distingue forcément. À l'instar de ce qui s'est passé dans l'aérien, à l'instar de ce qui se passe également en Europe, dans d'autres pays, puisque finalement la France arrive un petit peu en retard sur cette ouverture de marché. Les Italiens ont commencé avant nous. L'Espagne a été un terreau important de l'ouverture à la concurrence. C'est vrai? L'expérimentation. Oui, vraiment. En Espagne, vous avez 3-4 compagnies qui se disputent le marché actuellement. En plus de l'opérateur. Mais attention, Alain, parce qu'il ne dit pas à l'instar de ce qui s'est passé dans l'aérien. Ce qui s'est passé dans l'aérien, c'est l'émergence du low cost. Je ne sais pas si... alors, et en plus, les gens ne comprennent pas bien que s'ils payent moins cher, c'est quand même forcément qu'à un moment, il faut quelque part, je ne vais pas dire dégrader le service, mais on va dire l'optimiser, pour parler comme Michael O'Leary. Voilà. Mais en tout cas, dans le ressenti que peuvent avoir les voyageurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient absolument ravis de la qualité de service du low cost. Voilà. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. On retient surtout l'offre low cost parce que ouais. c'est elle qui a pris une dimension importante dans l'évolution et l'aérien, mais finalement, il s'est fait jour d'autres compagnies un peu plus spécialisées sur certaines liaisons. C'est vrai. Voire plutôt du haut de gamme. Oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Quelques-unes. Du Golfe, par exemple. Ouais. Ah oui, mais celles-là, non, les compagnies du Golfe, c'est pas des compagnies d'entrepreneurs. Elles sont multi-sponsorisées par des États qui en font des avantages concurrentiels économiques. Tout à fait. Non. Moi, je vous parle de service. Alors, nous, on n'est pas dans le low cost. Je préfère le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour des acteurs low cost. Il y en a. La preuve, Ouigo est un acteur low cost. SNCF. Oui, mais ça aurait pu être un acteur privé. Et puis d'ailleurs, SNCF sera peut-être concurrencée sur ce marché du low cost. D'accord. D'ailleurs, la SNCF, je fais remarquer, ne se prive pas, au travers de Ouigo, d'aller concurrencer son homologue espagnol, la Renfe, qui elle-même a dû créer un acteur low cost pour venir en frontal sur ce marché du low cost. D'accord. Nous, notre positionnement, c'est pas celui-là. C'est une offre de service plutôt bien positionnée en termes de qualité de service, mais avec les prix les plus performants possibles. Nous, on joue sur la fréquence,
c'est un paramètre important dans l'offre de service, et les temps de parcours, sans rupture de charge. Voilà. Et puis, bien sûr, des services complémentaires. Alors, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, parce qu'il faudra regarder un peu pour le teasing, mais on embarque du vélo, par exemple. 40 places vélo dans le train, sans avoir besoin de le plier, sans avoir besoin de l'emballer. Tous les trains ? Tous les trains. Tous les trains et notre matériel. Parce que la SNCF aussi, elle vous dit qu'elle embarque les vélos, hein, mais il vaut mieux réserver 3 mois avant si vous êtes sûr d'avoir une place. Alors moi, je préfère le dire clairement, je ne suis pas là pour juger l'offre SNCF. Hein. Oui, mais alors c'est ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... Parce que je me disais, l'autre logique qui m'intéressait, c'était les télécoms. Et où finalement, l'ouverture à la concurrence, Orange avait de tels coûts de structure, de tels frais de personnel, c'était tellement lourd que ça a été simplissime de défoncer Orange. Voilà, on va le dire comme ça, jusqu'à ce qu'ils se rétablissent et qu'ils réagissent. Et la SNCF, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle souffre endémiquement de coûts de structure qui sont colossaux, mais c'est pas là-dessus que vous allez vous battre. Vous n'allez pas vous battre sur les tarifs contre la SNCF. Alors, déjà, ce qui doit être assez simple, je pense, quand même. Alors, c'est pas si simple que ça, quand même, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement au modèle de l'aérien, nos charges d'infrastructure sont très élevées. Nos charges d'infrastructure, c'est-à-dire la redevance de circulation sur le réseau, plus le toucher de quai en gare, etc., c'est environ 60% de notre structure de coût. 60 à 70%. Ah, d'accord. Ah, oui, dans l'aérien, c'est 7 à 13%. Donc, finalement, le modèle est complètement différent. Mais on va quand même se battre là-dessus. Et là encore, nous, c'est beaucoup plus facile. On réécrit l'histoire à partir de zéro. La SNCF, elle opère un service, elle vit avec son histoire. Donc, forcément, on se bat aussi sur là où on peut se battre, c'est-à-dire sur nos coûts de structure et sur la performance de notre appareil de production. 300 millions d'euros, vous les avez ? Oui. Ouais, ah oui, vous les avez. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a de gros investisseurs qui marchent avec vous et qui décident de tenter ce pari. Oui, alors je ne vais pas vous dire que c'est forcément facile et que c'est une promenade de santé, et c'est un chemin long, mais je pense qu'il n'y a aucune entreprise ou aucun entrepreneur qui ne fait pas un effort et qui ne doit pas se battre pour financer son entreprise. Non, mais qui démarre avec 300 millions d'euros de capex, il n'y en a pas beaucoup quand même. Oui, alors il faut plus que ça, Stéphane, parce qu'en fait, il faut de l'argent bien sûr pour l'asset, mais il faut de l'argent aussi pour le corporate. Nous, vous voyez ici, c'est à peu près 100 fois moins, quoi. Vous voyez, donc on est un peu plus tranquille. Ouais, alors il faut de l'argent sur l'asset, c'est ce que je veux dire, il faut aussi de l'argent sur le corporate, bien parce sûr. que bien sûr, il faut de l'ingénierie, il faut bâtir un programme commercial, industriel, il faut former, il faut recruter, il faut structurer une entreprise, donc il faut aussi quelques millions sur le corporate. Et il y a le personnel disponible, les conducteurs de train aujourd'hui, il y en a qui sont disponibles pour venir bosser avec vous ? Alors, il y en aurait, et on a énormément de demandes. D'ailleurs, on a énormément de demandes sur tous les métiers. Hein. Ah ouais ? Énormément de candidatures spontanées, et je peux que m'en féliciter. Ça veut dire que l'entreprise est attractive. Ça veut dire que ça fait sens. L'idée n'est pas de dépoiler, si vous me pardonnez l'expression... La SNCF ? Alors, la SNCF, la filière. Ouais. L'idée, c'est de contribuer quand même à la filière. Bah, bien sûr. Il faut comprendre que il y a un effet d'induction, c'est-à-dire plus on sera nombreux, alors pas trop nombreux, mais plus il y aura un effet d'induction, parce que plus d'offres, donc plus de gens qui voyagent en train, bien sûr, plus d'interactions entre les acteurs, et puis aussi un génie des correspondants, c'est-à-dire qu'il y a même des parcours qu'on n'aura sûrement pas imaginés, mais que le voyageur, lui, va imaginer. Et donc l'idée n'est pas du tout d'affaiblir ou d'amoindrir la filière, c'est plutôt de l'enrichir et donc de former le personnel. Donc nous, on s'est doté très tôt de l'appareil de formation, donc on forme notre personnel, on forme les conducteurs, qu'ils soient complètement novices ou qu'ils aient déjà une licence de conducteur. Vous les formez là, aujourd'hui, sachant que vos trains, ils rouleront en 2025, c'est ça, on est d'accord, hein. Les former, c'est déjà détenir l'appareil de production, consolider un noyau de conducteurs, ne serait-ce que pour en faire des moniteurs, former les gens sur simulateur, soit pour des compléments de formation, soit pour une formation initiale, et puis compléter sur du matériel roulant in vivo, quoi. C'est ça, 2025. Ouais. Alors 2025 avec du matériel neuf, vous m'avez pas posé la question. Bah si, mais parce que vous achetez de dirhams, heureusement que vous les achetez pas d'occasion. C'était une hypothèse. Ah ouais, bah oui, en le disant d'ailleurs, j'y ai pensé. Ouais. C'était une hypothèse et ça reste intelligent. Ça aurait été intelligent pour arriver plus vite sur le marché ou pour compléter le matériel neuf. Vous avez parlé de refit sur d'autres sujets, je vous ai entendu sur la filière hydrogène. Du refit dans le monde du ferroviaire, ça peut être intelligent. Donc c'est des sujets qu'on a travaillés. Bon, l'acquisition peut être un peu longue, un peu lourde, un peu compliquée. Confier son destin uniquement à du matériel d'occasion, on a préféré accélérer notre processus d'acquisition de matériel. Oui, et puis il y a un sujet de crédibilité. Enfin, forcément, il va y avoir... Forcément, enfin, c'est nouveau, quoi. Voilà. Donc, je trouve l'aventure incroyable.
Je vous le dis très franchement, c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est sûr que ceux qui vont monter dans le train, je pense que vos premiers clients, ça va largement les rassurer de voir que c'est du matériel neuf, quoi. Enfin, oui, alors du matériel neuf. Même si le train est extrêmement sûr comme moyen de transport. Tout à fait. Et puis on serait passé par des phases industrielles de régénération, bien sûr, aménagement des espaces. Mais effectivement, un matériel neuf, il est fiable, il va durer longtemps. Et puis il y a une expérience voyageur qui a été construite, qui a été bâtie pour un programme, pour une offre spécifique. Eh bien, écoutez, c'est formidable tout ça. Merci. Et par rapport à vos petits concurrents, par rapport à ceux qui se lancent en même temps que vous, il y a, même s'il ne se fait pas, vous n'êtes pas mis autour d'une table pour vous partager la carte de France, mais c'est dans des régions différentes finalement que les initiatives se lancent. Ou cette région-là, Grand Ouest, comme vous le dites, qui est effectivement une région de forte attractivité, beaucoup de déplacements, etc., est particulièrement intéressante pour vous ? Alors, effectivement, ce n'est pas le hasard si on a démarré dans le Grand Ouest. Pour revenir aux autres projets, aux autres initiatives, elles sont moins sur des segments géographiques différents que plutôt sur des modèles ou sur des offres différentes. Par exemple, il peut y avoir des offres qui sont plus liées à du commuteur. Il peut y avoir des offres qui ne sont pas du tout grande vitesse et qui sont plus sur du service librement organisé, de l'open access, mais plus sur une dimension régionale. C'est ça, exactement. D'équilibre du territoire, qui pourrait être assimilé à des trains d'équilibre du territoire. Sur la grande vitesse, j'ai envie de vous dire, nos principales concurrents, c'est plutôt les majors du marché en Europe, c'est-à-dire Trenitalia France, la Renfe, mais eux aussi, ils débutent. Enfin, ils arrivent à peine sur le marché. Si vous avez suivi l'aventure Trenitalia, ils ont mis longtemps à pénétrer le marché. Et puis Renfe a annoncé un début de service en France, mais enfin, les trains n'ont pas commencé à circuler aujourd'hui. Donc c'est une compétition, c'est une course. J'ai envie de vous dire, forcément, quand on est petit et qu'on vient de naître, c'est complexe. On n'a pas la même assise qu'un grand groupe, mais enfin, ça doit ni démotiver l'intention et ça ne nous rend pas moins bon ou forcément moins performant pour pénétrer le marché. Je pense même le contraire, si vous voulez. Donc... Nous aussi. Ça fait 20 ans que je pense le contraire. Nous aussi. Ouais. Ce qui est important... Un mot, Alain ? Ouais, encore un mot ? Non, je vous en prie. Tu disais ce qui est important ? Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y a des initiatives, et c'est intéressant parce que ça fait évoluer, bien sûr, les offres potentielles. Ensuite, c'est des temps qui sont longs et surtout une énergie et de l'investissement lourd. Donc, je pense qu'il faut distinguer les projets qui sont encore en intention et puis ceux qui se consolident au travers d'assets et d'investissements. Ah bah oui. Parce que forcément, les calendriers ne sont pas tout à fait... Ah bah ça, c'est clair. Moi, si vous êtes là, c'est la commande de dirhams de train. Là, c'est... Voilà. On est sur du lourd. 300 millions. Merci, Alain. Merci, Stéphane. À bientôt. À bientôt. On verra comment tout ça se passe. Et donc, on parle d'hydrogène. Et donc, on repart avec Laurent Cohen-Tanugy. Bonjour. Bonjour. Maître, bonjour Laurent Cohen-Tanugy, donc avocat international, la puissance du droit extraterritorial. J'ai vraiment, donc ça s'appelle Droit sans frontières, le bouquin. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est quand même, ça nous remet les idées en place. Ça nous remet des idées en place. Alors sur 3 éléments, on va y aller, et vous rentrez très vite dessus d'ailleurs dans le début du bouquin. Vous dites que c'est totalement simpliste de penser, notamment quand on parle des États-Unis, qu'il s'agit là d'une forme de guerre économique. C'est beaucoup plus que ça. 1, dites-vous, tout le monde le fait. On va voir ça. 2, donc, tout le monde le fait et c'est souvent au bénéfice du droit, ou en tout cas de ce qu'on peut ressentir profondément comme étant la justice, notamment sur la lutte anticorruption. Et puis, on terminera avec les ambitions des puissances chinoises et russes, qui sont là aussi intéressantes. Mais d'abord, tout le monde le fait. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est un dérivé finalement obligatoire de la mondialisation ? Bien, je suis parti effectivement de l'aspect le plus médiatisé de ce débat sur l'extraterritorialité, c'est le procès qu'on fait à l'application extraterritoriale du droit américain. Absolument. Vous vous souvenez des affaires Alstom, l'amende de BNP Paribas, vous en parlez beaucoup. BNP Paribas, 10 milliards de BNP Paribas, tremblement de terre. Voilà. Et donc, on ne parle en général que de ça. Et alors, en disant c'est une violation du droit international, c'est de l'escroquerie, enfin, il y a des mots qui sont très, très durs. Alors, première chose, c'est que je me suis penché sur le droit international, et en fait, on s'aperçoit que même si le droit international, depuis son invention au XVIIe siècle, est fondé sur le principe de territorialité, c'est-à-dire que chaque État est souverain sur son territoire, mais pas sur celui des autres, en réalité,
le droit international permet l'extraterritorialité dans certaines limites. Il y a un fameux arrêt Lotus de 1927, déjà fait presque un siècle, qui prévoit que on peut... il n'y a pas de compétence d'exécution, c'est-à-dire on ne peut pas arrêter quelqu'un sur le territoire d'un autre État. Par contre, on peut prendre des lois, faire des lois ou même des décisions de justice qui ont un effet extraterritorial. Donc ça n'est pas quelque chose qui est contraire au droit international. Ce qu'on constate aujourd'hui, par contre, c'est qu'avec la mondialisation, il y a une expansion de l'application extraterritoriale des lois nationales. Pourquoi ? Parce que dans une économie mondialisée, dans un univers de plus en plus numérisé, qui ne connaît pas les frontières, pour avoir une efficacité, les lois doivent avoir une extension extraterritoriale. Alors, on va revenir sur l'Amérique, mais vous le dites, mais l'Europe le fait. L'Europe le fait même assez massivement, finalement. Oui, alors l'Europe, d'abord, c'est longtemps définie comme une puissance normative internationale. On n'est pas une puissance militaire, on n'est pas un État, etc. Mais on crée de la norme et on voudrait que cette norme soit appliquée universellement. Alors, je prends deux exemples très simples. C'est le fameux règlement sur les données personnelles. RGPD. Le RGPD, que tout le monde connaît maintenant, et qui a de facto une application extraterritoriale. Et on a même des sanctions contre Google, contre Meta, etc., pour violation du RGPD. Voilà. De même, dans le domaine de la régulation des plateformes numériques, là aussi, l'Europe souhaite pouvoir... Digital Service Act, Digital Market Act, etc. Absolument. Tout à fait. Dans le domaine de l'environnement, etc. Alors, quelle est la différence avec les États-Unis ? C'est que les États-Unis, eux, ont une force de frappe parce que c'est une puissance et puis que c'est un État intégré. Ils ont un département de la justice, ils ont un OFAC, ils ont un certain nombre d'agences qui ont la possibilité de sanctionner ces lois d'application extraterritoriale, tandis que l'Europe n'a pas encore. Il y a un parquet européen qui est assez récent et qui ne concerne que les fraudes au système communautaire. Mais il n'y a pas cette force de frappe. C'est ça la différence. Il n'y a pas cette force de frappe, et vous l'expliquez bien. C'est lié aux règles d'unanimité et aux atermoiements finalement de la construction européenne. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore un État, ça n'est pas un État, il n'y a pas encore d'intégration politique suffisante, mais à mon avis, ça va venir. Mais, comme vous le dites, il y a quand même bel et bien des amendes sur des entreprises américaines, donc Absolument. il y a bel et bien une portée extraterritoriale. Voilà. Il y a même eu une affaire, parce que le premier domaine dans lequel j'aurais peut-être dû le citer avant, c'est le droit de la concurrence. Ouais. C'est-à-dire que le droit de la concurrence européen est d'application extraterritoriale. Il y a même eu une décision, il y en a une plus récente, mais en 2001, dans lequel une fusion un projet de fusion entre Honeywell et GE qui avait été autorisé aux États-Unis a été interdit par la Commission européenne pour des raisons antitrust. Voilà, donc deux entreprises américaines qui ne peuvent pas finalement fusionner parce que ça a un effet sur le marché européen. Alors justement, dites-moi un mot de cette théorie des effets, qui est un peu à la base de la réflexion là-dessus de l'Union européenne. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il y a, en matière de droit de la concurrence, notamment lorsqu'il y a une entente ou une opération de concentration entre deux entreprises étrangères, si cette concentration ou cette entente a un effet sur le marché unique européen, eh bien ça suffit à donner compétence à la Commission européenne. Voilà. Et donc cette théorie des effets est une des théories de l'application extraterritoriale qui sous-tend l'application. Et sachant que, alors vous l'avez dit d'un mot, mais je pense que c'est important, il faut y revenir, parce que les téléspectateurs vont se dire, ok, on sanctionne Google, mais parce que Google travaille en Europe, mais ça c'est la base. Même les Américains ne viennent pas chercher en Europe des gens qu'ils auraient condamnés. Enfin, c'est bien... pour l'activité sur leur territoire, où on va y revenir en lien avec le dollar, que ces entreprises sont sanctionnées. Voilà. Alors, en lien avec le dollar, là aussi, il y a souvent un malentendu, parce que, par exemple, sur l'affaire BNP Paribas, on a beaucoup dit, en fait, c'est parce qu'on a utilisé le dollar, et donc, utilisons l'euro, où il y a eu ce système-là de paiement. Mais en fait, c'est pas le sujet. Parce que parce que BNP Paribas a une licence bancaire américaine, une activité aux États-Unis. Donc, cette licence bancaire et cette activité suffit à donner compétence. Oui, Laurent, mais c'est là où quand même, et alors on va aller sur l'affaire Huawei, qui est quand même, c'est, qu'on le veuille ou non, une prise d'otage, quoi. D'ailleurs, vous l'expliquez bien, double prise d'otage. Mais c'est quand même parce que BNP... Alors oui, il y a cette licence bancaire aux États-Unis, d'ailleurs, qu'ils ont vendue depuis, parce qu'en fait, finalement, leur filiale californienne, c'est compliqué. Mais c'est quand même parce que BNP Paribas ne pouvait pas se voir fermer l'accès au dollar
qu'ils ont accepté l'ensemble de la procédure qui a amené cette amende de 10 milliards. Alors, la puissance du dollar sur oui, non, c'est pas le une dollar, banque c'est comme BNP non, Paribas. c'est le marché, c'est l'accès au marché américain. Ah, c'est plus que ça, non. C'est les règlements internationaux. Si vous avez plus le droit. Non, mais c'est sûr. Oui, voilà. Bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que juridiquement, ça n'est pas si l'euro avait été utilisé, Je comprends. ça n'aurait pas changé grand-chose. Je comprends. C'est ce que je veux dire. Juridiquement, ça ne fonde pas la sanction. Voilà. En revanche, si, et Pratiquement. alors on va y aller là-dessus Oui. parce que c'est très important, si BNP Paribas accepte de rentrer dans une transaction avec le département de la justice, c'est bien parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils ne peuvent pas se voir fermer l'accès au dollar. Alors, le problème, un des problèmes, c'est que toutes les entreprises, françaises ou autres d'ailleurs, font des transactions. En fait, elles ne vont pas au procès. Et en réalité, on s'aperçoit que ça pose problème parce que du coup, les juridictions américaines, les tribunaux n'ont jamais, ou très rarement, l'occasion de se prononcer sur les interprétations que font les procureurs américains. C'est seulement lorsqu'il y a des personnes physiques qui sont inculpées, et moi j'ai eu le cas, puisque j'ai représenté une personne physique qui a été inculpée aux États-Unis, et nous avons en fait défendu cette personne devant les tribunaux américains, et finalement, nous avons réussi à faire tomber cette inculpation. Donc lorsqu'on va devant les tribunaux, parfois, on a gain de cause. Mais le problème, c'est que les entreprises transigent tout le temps. Alors ça, c'est un truc très intéressant dans votre bouquin. Vous dites, en fait, le problème, c'est que beaucoup d'Européens ne comprennent pas l'essence du droit américain, qui est un droit, en fait, de transaction. Oui. Voilà. Et il ne s'agit absolument pas de mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un. C'est comme ça qu'en fait avance la justice américaine, c'est ça hein Oui, alors il y a effectivement une préférence pour la transaction, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons aussi parce que c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises transigent, c'est que notamment lorsqu'on est au pénal, évidemment, une condamnation ou même un procès peut avoir un impact très négatif sur l'accès à des marchés publics ou autres. Mais cela dit, la Cour suprême des États-Unis a posé un principe qu'on appelle la présomption contre l'extraterritorialité. C'est-à-dire que si une loi américaine ne prévoit pas expressément qu'elle est d'application extraterritoriale, elle n'est pas d'application extraterritoriale. Donc, ça peut se discuter devant les tribunaux. Mais si on transige tout de suite, évidemment, on n'a pas cette marge de manœuvre. Vous appelez ça la justice négociée, mais en même temps, c'est une grande tradition, oui, en tout cas, c'est ce que vous écrivez. Oui. Voilà, et puis on le voit dans tous les films et les séries Alors, la France, que l'on consomme. Effectivement, il y a toujours take the deal, quoi. Voilà. Alors, la France, toujours un avocat pour dire take the deal. La France vient d'adopter, avec la loi Sapin 2, en matière de corruption, vient d'adopter les instruments de justice négociée, ce qu'on appelle la Convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP, en France. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace parce que jusqu'auparavant, prenons le cas de la corruption, jusqu'à la loi Sapin 2, les affaires de corruption traînaient en longueur devant les tribunaux et en fait n'étaient jamais sanctionnées. Je vais vous lire même. C'est plus que ça. Oui. Gardons en mémoire que donc c'est vous qui écrivez. Hein. Oui. Gardons en mémoire que la corruption d'agents publics à l'étranger était non seulement légale en France, mais pouvait même faire l'objet d'une déduction fiscale avec l'agrément du ministère des Finances. J'ai découvert ça. C'était en l'an 2000, hein, vous dites. Oui, il y avait un bureau à Bercy en fait qui tamponnait la déduction fiscale jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention OCDE. Alors, ce que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, c'est comment l'extraterritorialité peut faire avancer le droit international. Voilà. Le cas de la corruption est tout à fait éclairant. Les États-Unis se sont dotés d'une loi anticorruption après le scandale du Watergate, donc dans les années 70, le FCPA. Ensuite, ils ont voulu évidemment que les entreprises puissent faire jeu égal, c'est-à-dire que pas seulement les entreprises américaines qui soient sanctionnées pour corruption, alors que toutes les autres pouvaient payer des pots de vin, y compris avec des déductions fiscales. Tout à fait. Donc ça a donné lieu, au bout de 20 ans, à une convention OCDE, qui est aujourd'hui l'instrument international principal pour la corruption. Et ensuite, tous les États membres de l'OCDE ont dû se doter de législation anticorruption. Et donc, avec la France, c'est aujourd'hui la loi Sapin 2. Et voilà donc comment, à partir d'une initiative unilatérale des États-Unis, d'application extraterritoriale par définition, puisqu'on parle de corruption d'agences publiques à l'étranger, on a maintenant un régime international, au moins au sein de l'OCDE, mais c'est quand même très important, qui est donc le droit international a progressé de ce point de vue-là. Ah oui, et puis je peux témoigner de ce que, au cœur des grandes entreprises aujourd'hui, c'est une obsession maintenant d'énormément de services de compliance, de directeurs des risques, etc. La loi Sapin 2, derrière le devoir de vigilance et l'ensemble, et c'est
alors, fondamentalement extraterritoriale, puisqu'il faut aller auditer pratiquement l'ensemble des chaînes de valeur à travers la planète. Voilà ce que demande aujourd'hui la loi Sapin 2. Et ça, on le doit aux Américains, finalement. Voilà. Et alors, là aussi, enfin, vous parlez de compliance, mais, et tout à l'heure, vous parliez de guerre économique. Il y a effectivement... Mais on va y revenir sur la guerre économique. Attendez, je ne vais pas vous lâcher comme ça. D'accord. non, mais je voulais finir. Je disais effectivement que dans les tenants de la guerre économique, c'est-à-dire ceux qui disent en réalité tout ça, c'est uniquement une manière pour les Américains de mener une guerre économique contre les entreprises européennes, etc. Et même la compliance elle-même, c'est-à-dire la conformité, tout ça, c'est un instrument de guerre économique. Alors, voilà, pour moi, c'est vraiment une espèce de théorie du complot qui vraiment n'a aucun sens. Alors, théorie du complot, j'y pensais avec notamment BAL 3. C'est-à-dire, mais c'est exactement ce que vous écrivez dans le bouquin. C'est-à-dire, les réglementations bancaires internationales, finalement, les Européens se les ont imposées. Oui, voilà, bref. Après une crise de 2008 dont ils sont quand même assez lointainement responsables, mais n'ont aucun moyen, et c'est là où effectivement il n'y a pas la force de frappe, d'exiger des banques américaines, même pour travailler en Europe, qu'elles respectent BAL 3 aujourd'hui et ses règlements internationaux. Et donc, on est quand même sur un affaiblissement, parce que c'est davantage de coussins de sécurité, etc., etc., enfin bon, de fonds propres, on l'a bien expliqué, c'est quand même un affaiblissement là, du système bancaire européen par rapport à la concurrence américaine. De fait, ces réglementations qu'on n'a pas la force d'imposer, en fait. Mais on en impose d'autres. On en impose d'autres. Oui, tout à fait, on en impose d'autres. Mais celle-là est importante. Bon, mais revenons sur l'affaire Huawei. Parce que là, on a quand même, vous vous souvenez tous, on a l'arrestation au Canada de l'héritière de Huawei, directrice financière du groupe, mais héritière de Huawei. Franchement, là, on est sur une pure prise d'otage, non, quand même Non, je ne suis pas d'accord avec vous. La prise d'otage, c'est les Chinois qui l'ont... Alors, ils l'ont fait avec des Australiens, c'est ça? Ils l'ont fait avec des Canadiens qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Alors, c'était un qui était un humanitaire, l'autre qui était un diplomate. On les a mis en prison. La dame en question, elle était dans une maison de luxe à Vancouver, mais elle a été inculpée pour une violation des sanctions. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'était une inculpation judiciaire. Elle était ensuite... mais c'est la directrice financière. Enfin, c'est... Oui, mais alors, ça veut dire quoi? On n'arrête pas les directeurs financiers s'ils sont... non, on n'arrête pas les directeurs financiers, c'est la personne morale qui... l'entreprise, enfin vraiment je parle sous le contrôle. C'est l'entreprise qui se rend responsable de ces sanctions. Donc elle, en tant que directrice financière, sans doute, elle a une part de responsabilité, mais enfin... Ça vous semble parfaitement légitime, ça? Je veux dire, il y a une responsabilité morale des personnes morales, et encore, elle n'est pas reconnue dans beaucoup de pays, mais aussi des personnes physiques. Et l'une des tendances aux États-Unis, mais également en Europe aujourd'hui, c'est de rechercher la responsabilité des personnes physiques, au-delà des personnes morales. Parce qu'on dit les personnes morales, c'est très simple, elles font un gros chèque et c'est terminé. Et donc, alors je dis pas que ça peut donner lieu à des abus, mais dans ce cas-là, enfin, je pense que le terme de prise d'otage est excessif. Personne n'est inculpé. Alors ce qui est un peu là où il y a eu, le département de la justice finalement a cédé, et a libéré cette personne. Il y a eu, c'est devenu quelque chose de diplomatique, puisqu'il y avait ces deux malheureux Canadiens qui étaient en prison. Alors, ça nous amène à... Est-ce qu'on évoquait la Chine, la Russie, etc. Attends, on va y aller après. Parce que, ok, donc là-dessus, on conteste je vous entends contester l'idée de prise d'otage. J'ai quand même l'impression que là, on va dire l'affaire Huawei d'une manière générale, et d'ailleurs, on peut en reparler aussi avec la façon dont Trump décide finalement de sanctionner l'Iran après la rupture, décide de rompre les négociations sur le traité nucléaire et de sanctionner l'Iran. J'ai quand même l'impression que là, on n'est pas dans la même dimension qu'avec BNP Paribas, qu'avec Alstom, absolument. Là, c'est de la politique étrangère, c'est du Trump, c'est différent. Alors, là où ça se rejoint, c'est que les sanctions, ce qu'on appelle les sanctions secondaires, sont d'application extraterritoriale. C'est-à-dire que là, véritablement, on dit aux entreprises étrangères, finalement, si vous commercez avec l'Iran, vous ne pourrez pas continuer à faire des affaires aux États-Unis. Donc là, on n'est pas... C'est un choix. Alors, vous direz que c'est pas un vrai choix, parce que personne ne va choisir de se couper du marché américain. Donc mais on n'est pas dans la coercition juridique. Là, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait libre de décider de commercer avec l'Iran et pas avec les États-Unis. Mais donc,
c'est un petit- D'accord. Mais- Parce que, alors, non, mais juste témoignage Ouais, personnel, il se trouve que, enfin, tout le monde le sait. Alors, Renault d'ailleurs et PSA avaient des activités importantes en Iran. Il se trouve que quand alors, le thème est mal choisi, mais j'en trouve pas d'autre. L'oukase de Trump est tombé. Ouais. Je me souviens très très bien. Je pense que c'était le patron de la marque Citroën à l'époque qui dit mais. Ouais. On n'a même plus eu le droit d'envoyer ne serait-ce qu'un mail pour dire à nos gens en Iran désolé, c'est fini, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Donc en tout cas, la façon dont les entreprises, elles, ont pris le truc... Oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'over-compliance. Voilà. C'est-à-dire la surconformité, c'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Voilà. De BNP Paribas, qui avait été averti à plusieurs reprises, notamment par le Trésor américain, etc., et qui a passé outre, à... Aujourd'hui, un Américain ne peut pratiquement plus ouvrir un compte bancaire en France. On est passé d'un extrême à l'autre. Et ça, je crois que c'est un problème. Sur la question des sanctions, ce qui est intéressant, c'est que depuis la guerre en Ukraine, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne s'est dotée du même arsenal de sanctions contre la Russie que les États-Unis. Et donc, comprend aujourd'hui la logique des sanctions secondaires. C'est-à-dire que si on permet à un État tiers de contourner les sanctions, ça n'a plus aucune efficacité. Ouais, et donc, on est aujourd'hui à peu près... Aligné. Il y a une convergence. De même qu'il y a eu une convergence dans le passé en droit de la concurrence. Au début, dans les années 60-70, les Américains étaient attaqués en raison de leurs actions en matière de concurrence contre une entreprise européenne. Aujourd'hui, on a une totale convergence entre l'Union européenne et les États-Unis dans ce domaine-là. Sur la corruption, c'est pareil. Donc, vous voyez, non, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que d'une certaine manière, les Américains écrivent, et ils ont commencé avant nous, une forme de droit de la mondialisation, c'est un peu ce que vous dites, et il n'est pas si mal fait, et donc on s'engouffre derrière. Voilà, donc ce qui est important, c'est qu'il y ait effectivement de plus en plus d'harmonisation des législations. Enfin, si on veut éviter ces conflits d'extraterritorialité, il faut une harmonisation des législations et il faut une coopération entre les autorités nationales, ce qui est aussi en train de se faire. Donc, de mon point de vue, c'est très positif. On a parlé du dollar. Sur le Cloud Act, là aussi, vous dites qu'on délire un peu en Europe autour de cette histoire. Ça aussi, c'est un truc qui est très présent dans la tête des... Oui, il y a un peu de... Voilà, je pense que... Alors, c'est sûr que on a vu encore récemment les Américains espionnent partout. Enfin, d'ailleurs, la plupart des pays le font avec plus ou moins de succès et de force. Ben oui. Mais l'idée de dire que toutes les procédures judiciaires, etc., ne sont faites que dans le seul but de piquer de l'information sensible aux entreprises, je pense que là, on est un peu dans la parano. Oui, parce que vous l'expliquez bien, il y a, alors il faut qu'on peut en redire un mot, vous l'avez dit très vite, mais il y a la justice américaine qui parfois fait barrière. C'est-à-dire que moi j'avais le sentiment que n'importe quelle demande du Pentagone d'aller voir dans les serveurs d'Amazon était forcément exécutée. Non, il y a l'état de garde-fou. Et puis aujourd'hui, la France même s'est dotée également de garde-fous. Il y a même le CIS, qui est un bureau au ministère des Finances, qui permet de contrôler ce qui est demandé soit par des avocats américains, soit par des juridictions. Il y a la loi de blocage, qui il y a longtemps n'a servi à rien, mais qui commence à avoir. Donc il y a toute une série de mécanismes, et je crois qu'on est plus dans une logique aujourd'hui de coopération que... il y a pu y avoir des abus dans le passé, mais je crois qu'on commence maintenant à savoir travailler ensemble. Et d'un mot, avant d'en venir effectivement aux Chinois et aux Russes, vous regrettez, alors bon, là, on sort un peu du droit, mais c'est vrai que la façon, je me souviens, Bruno Le Maire avait été assez... vindicatif et assez volontariste sur l'idée de enfin mettre un système en place européen, basé sur l'euro, qui allait permettre de continuer à travailler avec l'Iran, parce qu'on voulait continuer à travailler avec l'Iran. Ouais. Non, ça c'est fait. D'une part, ça n'a pas d'efficacité juridique, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas seulement l'utilisation du dollar qui permet de justifier la compétence américaine, donc ça n'est pas efficace juridiquement. Et en plus, aujourd'hui, je crois qu'on ne veut pas non plus nous-mêmes commercer avec l'Iran, donc on est en convergence sur la politique étrangère également. Alors, venons-en pour terminer effectivement aux ambitions des puissances chinoises et russes. Ouais. Là, vous pensez, Laurent, qu'il y a quelque chose vraiment à regarder de très près? Oui, parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, prenons la Chine, par exemple, qui est quand même le principal... la nouvelle puissance. La Chine d'aujourd'hui a vraiment une ambition normative internationale. Elle veut donc restructurer l'ordre mondial à sa manière et donc en opposition avec l'Occident.
Donc au départ, il y a eu plutôt une attitude défensive, c'est-à-dire comment se prémunir contre l'application extraterritoriale du droit américain, les sanctions, etc. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a des dispositions offensives d'application extraterritoriale. Dans un État, et là ça vaut pour la Russie ou pour l'Iran, pour l'autre, qui ne sont pas, non, on n'est pas dans le cadre d'État de droit. Voilà. Et puis ça peut aller jusqu'à ce qu'on voit des prises d'otages, purement et simplement, en Iran, en Russie, en Chine avec l'affaire Huawei, où là, les personnes physiques n'ont absolument aucune protection. On est ensuite dans des marchandages diplomatiques, d'échanges d'otages. Voilà. Donc on est totalement dans un autre univers. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que ça peut véritablement freiner la mondialisation. On peut y regarder à deux fois avant d'aller... et donc, je pense que là, il y a vraiment besoin... Alors, Vous écrivez que la prise d'otage des Canadiens a fait réfléchir des multinationales sur l'envoi de personnel communautaire, expatrié. Voilà. Oui. Donc, donc, il ne faut absolument pas confondre les conflits qu'il peut y avoir entre pays occidentaux sur l'application extraterritoriale de leurs droits avec ce phénomène qui est véritablement, on sort, j'appelle ça le Far West en fait, on passe de l'état de droit au Far West. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Vous appelez ça, je recherche, lawfare, c'est ça le lawfare ? Lawfare, oui, c'est l'utilisation guerrière du droit. Voilà. Alors, donc, pour moi, par exemple, l'anticorruption n'est pas du tout de la guerre économique. Par contre, voilà, à partir du moment où vous avez des États qui sont des États autoritaires, dans lesquels le droit, en fait, est un pur instrument de l'arbitraire. En réalité, il y a quelque chose qui est écrit sur le papier, on vous l'applique, et puis vous êtes jugé sommairement. Prenez le journaliste du Wall Street Journal aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, donc là, c'est extrêmement dangereux. Et ça passe quand même par, vous l'écrivez, la dédollarisation de leurs économies. Les Chinois, les Russes, etc. ont voulu effectivement se prémunir contre l'utilisation du dollar. Et donc, en fait, c'est une autre forme du découplage qui est en cours entre découpage technologique, mais également découpage financier, juridique, etc. Tout à fait. Il y a cette notion de sud global qu'on a déjà expliqué ici, que les Chinois essayent d'imposer, justement comme une sorte de contre-modèle par rapport au modèle occidental. Et c'est très intéressant. Oui, mais c'est préoccupant. Alors, c'est préoccupant. Et juste pour finir, je voulais vous lire quand même ce que Bruno Le Maire a dit récemment. Donc, il présentait son plan Industrie verte. Ouais. Et il dit « On vit un Yalta de l'industrie verte. La bataille est mondiale pour récupérer sur son sol les investissements qui vont définir le partage de la puissance industrielle au XXIe siècle. » Très bien. Mais c'est la phrase d'après qui fait une belle conclusion à votre bouquin, à mon avis, Laurent. « Dans la théorie des jeux, le dernier qui respecte les règles est celui qui perd. » Il a l'air de dire tous les coups sont permis et de plus en plus, tous les coups vont être permis. Est-ce que vous... Moi, je crois que si on va dans cette direction, ça va être le chaos, ça va être véritablement la guerre économique. Moi, je ne crois pas. Enfin, il y a des gens qui pensent que la mondialisation est terminée. Moi, je ne crois pas. Je pense que la mondialisation devient beaucoup plus complexe, qu'il y a une interpénétration entre de la géopolitique et de l'économie qui n'avait pas eu depuis, au cours des années 80, 90, etc. Mais je crois qu'il est d'autant plus nécessaire d'avoir des règles et de respecter ces règles et de les faire adopter. Je pense que je plaide à la fin pour une convention déjà transatlantique sur les questions d'extraterritorialité et puis ensuite, plus largement, une convention OCDE de manière à ce qu'on puisse avoir un certain nombre de règles du jeu de base pour le commerce international, l'économie internationale. Et en tout cas, grâce à vous, on comprend mieux ce qui se joue, notamment effectivement dans la tête des Américains. Donc merci pour tout ça. Laurent Cohen-Tanugy, donc Droit sans frontières. Merci de nous avoir suivis et évidemment à très bientôt sur Bismart. Merci de votre invitation.